Alors bonjour tout le monde, je suis avec Cédric Coban de PeerTracks et Muse Blockchain. Et moi c'est Vincent Grenier de EOS Nation, candidat pour être producteur de blocs pour le réseau EOS. Donc aujourd'hui, Cédric il va nous parler de son projet Muse et PeerTracks. Et pourquoi que je veux vous parler de ça? C'est parce que je vais vous expliquer c'est quoi les possibilités dans le monde du blockchain, c'est quoi vraiment les utilités réelles de cette technologie-là. Et Cédric va nous en parler. Donc, PeerTracks et Muse, c'est un peu sur les mêmes technologies que EOS. Donc, ça vient de la famille DPoS. Et c'est un peu les Dan qui ont créé ces technologies-là. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est une bonne idée là, que Cédric nous parle de ça. Donc, ouais. Alors, Cédric, parle-nous de ça. Oui, merci de m'inviter. En gros, ouais, effectivement, ça vient de la même catégorie, de la même famille des blockchains. Donc en 2013, il y avait un peu la gang Larimer, puis tu avais la gang Ethereum. Puis ça a tout le temps quand même resté, mais Ethereum a vraiment parti, tandis que les technologies à Dan, en fait, ils étaient meilleurs technologiquement, mais le marketing n'était pas tout à fait là, puis ils ne faisaient pas une application Turing Complete. Ceci dit, j'ai toujours suivi le développement technologique de Dan Larimer. Au début, quand j'ai commencé l'entreprise, en vrai, ça a commencé. Mon projet a commencé sur le forum de BitShares, où j'ai fait un post où j'avais une idée. On pourrait faire une plateforme où chaque artiste pourrait avoir des tokens. Puis il y aurait un mécanisme qui rachète des tokens avec l'argent qui rentre, puis ça ferait que ces tokens-là prendraient de la valeur plus que l'artiste a de la popularité. Ça, c'était l'idée originale. Dan Larimer il a replyé en disant Crime, ça pourrait être très bon. Je te fournis le blockchain si tu me fais l'application. Super deal. J'ai comme tombé dans le monde de la business à 2h du matin sur mon ordi. Là. Fait que c'est vraiment bizarre comme début. C'est comme ça que ça a commencé. Avec les années, on remarquait que la technologie du blockchain n'était pas tout à fait à point, vraiment pas à point, pour arriver dans le marché de monsieur et madame tout le monde. Il fallait que tu downloads l'application. Fait que les premiers wallets Bitcoin, il fallait vraiment que tu les downloads. Il n'y avait pas de web wallet. BitShares, c'était la même chose. Il fallait que tu downloads une application. C'était un no-go. Il y avait des frais de transaction. Ce qui est encore... tu ne veux pas aller chercher le consommateur en masse. Là. Donc, il y a eu plusieurs pivots dans le projet. Puis, avec les innovations que Larimer a sorties, le fait qu'il a inventé Delegated Proof of Stake, qui fait que c'est très, très économique. Il n'y a pas de l'énergie qui sort du système pour aller vers les mineurs, comme dans Bitcoin et Ethereum. Donc, il faut payer tes machines, puis il faut payer ton électricité. Dans le système Delegated Proof of Stake, il n'y a pas cette dépense-là. La valeur reste dans l'écosystème. Donc, on a pris ce concept-là, et le concept qui est plus inflationnaire comme Steam. Et on a commencé à faire notre plateforme qui focus sur la musique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, concrètement? C'est une base de données, ça a l'air plate, non? C'est une base de données pour mettre tous les droits d'auteur de la musique. Il y a une raison spécifique pourquoi on a fait ça. En ce moment, c'est incroyablement facile d'aller chercher tout le contenu du monde. Fait que je peux aller chercher n'importe quelle chanson en torrentant. Oui, il va falloir que je me batte contre les sites dégueulasses, les pop-up, les virus, mais si je veux aller chercher quelque chose de gratuit, je suis capable. Si je veux aller d'une manière plus légitime, je m'en vais sur un site payant ou s'il n'est pas payant, je paye via la pub. Je vais être capable d'aller chercher le contenu que je veux, mais avec un salaire. Si j'utilise Spotify, ça va chercher un très, très, très petit marché. C'est le monde qui a assez de disposable income pour s'abonner à Spotify à 10$ par mois. Ça va chercher quelques pays dans le monde, puis ça ne va pas chercher toutes les strates de la société. Fait que c'est pas une méthode qui permet à tout le monde d'apprécier l'art de la même manière. Donc nous, on a pris une base de données blockchainifiée, on a fait en sorte que n'importe quel musicien peut mettre sa musique sur la blockchain. Et ce que ça fait, c'est que c'est pour la première fois, il est en contrôle de son data. Donc, il n'a pas donné le data à une autre compagnie, un tierce parti.
Donc, par exemple, si je veux mettre ma musique sur iTunes, il faut que je la mette dans la base de données privée d'une compagnie comme The Orchard, par exemple. Puis eux vont l'envoyer aux grosses compagnies. C'est un distributeur de contenu qui va l'envoyer aux grosses compagnies. Donc, ton data est toujours dans une base de données centralisée quelque part. Et il y en a à peu près 70 à 80 dans le monde. Il n'y en a aucune qui est synchronisée avec l'autre. Fait que si y a un changement dans une, ça ne se propage pas à l'autre. Fait que ça crée des gros conflits dans le monde de la musique, étant donné que c'est impossible de te faire payer. Parce que si tu as vendu tes droits ou il y a eu peut-être un typo, tu as corrigé la faute de frappe, mais ça ne s'est jamais propagé nulle part. Fait que tu sois streamé globalement, tu as peut-être juste 2 bases de données sur 70 qui sont en train de te payer. Deuxième chose, c'est que c'est pas transparent. Tu reçois un chèque au bout des fois, c'est 4 à 6 quarters. Fait que ça veut dire 1 an et demi. Au bout d'un an et demi, tu as reçu un chèque d'une association en Grèce qui paye les musiciens. Puis tu n'as aucune idée si le chèque est la bonne quantité. Fait que tu peux pas vraiment faire ta vie sur la musique étant donné cet écosystème-là. La fondation de l'industrie de la musique est complètement brisée. La distribution de contenu a scalé très vite avec la technologie. Dès que les MP3 ont existé puis les connexions Internet ont existé, je suis capable d'avoir le contenu comme ça. Mais d'envoyer un paiement d'une plateforme jusqu'au bon musicien, c'est quasi... C'est pas impossible parce que ça se fait toujours, mais c'est vraiment, vraiment mal fait. Ça a été designé avant l'électricité, ce système-là de royauté, puis donc pas avant l'Internet, là, pas avant les blockchains, avant l'électricité. Là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de place à amélioration. Ça, c'est le côté vraiment le plus plate de l'infrastructure. Okay? C'est juste, on a fait une base de données, l'artiste est en contrôle, puis on change le monde de l'infrastructure, de la musique. OK. Le bout intéressant, c'est le côté qui vient chercher plus les crypto-nerds. C'est que notre plateforme qui s'appelle PeerTracks va prendre l'information qu'il y a sur Muse et va dire « Mon utilisateur, Bob55, a écouté la chanson Smart Contract numéro 86300. Okay? » Qu'est-ce que la blockchain fait avec cette information-là? Elle sait exactement qui payer, elle sait quel artiste aller payer. Et ça peut diviser les royautés avec tout le monde qui a eu un lien, qui a participé à la création de la chanson. Donc, dans le monde de la musique, tu as l'artiste qui performe, tu as le compositeur, tu as le label qui te représente. Tu vas avoir une panoplie de personnes, de parties différents qui vont avoir des droits d'auteur dans une chanson. Donc, nous, chaque entrée de chanson dans Muse peut splitter automatiquement les paiements. Puis, quand l'utilisateur vient écouter, le bout le fun, c'est pour lui, c'est gratuit. Pour lui, c'est gratuit. Il écoute du contenu, puis son écoute est envoyée à Muse, que Muse distribue l'inflation aux artistes qui ont été streamés. Fait que l'effet final, c'est que nous, pour le musicien, on compétitionne avec un système qui prend 18 mois à payer, qui n'est pas transparent. Tu reçois un chèque. Souvent, tu ne reçois pas... tout le temps, tu ne reçois pas exactement ce que tu es dû. Il y a beaucoup de middlemen qui se prennent des cotes. Il y a une institution ici, là, qui l'envoie. Ça passe par le système banquier traditionnel. Donc, il y a encore une fois des frais ici. Donc, on compétitionne avec un système lent qui n'est pas transparent et qui doit nécessairement être payant. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc, le consommateur, lui, ce qu'il fait, il doit avoir une manière, il y a quelque part que la valeur doit venir. Donc, normalement, il paye 10 $ par mois pour Spotify ou, si c'est gratuit, il va payer à travers les annonces, les annonces vocales, les annonces audio. Fait que, des fois, entre ta playlist, c'est sûr que tout le monde, ou la plupart des gens ont AdBlocker quand ils écoutent YouTube, parce que c'est agressant des publicités. Si tu écoutes ta petite playlist de méditation, puis à la 3e chanson, tu as une pub de changement d'huile, c'est vraiment pas winner. Donc nous, pour l'utilisateur, il vient à la plateforme, c'est complètement gratuit.
il n'y a pas de publicité. Puis tout ce qui arrive, c'est que son écoute fait en sorte que ses artistes préférés reçoivent des royautés, des paiements directement, qui viennent du blockchain via l'inflation. Ça tue un peu de sens comme explication. J'en ai mis beaucoup là, dans C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Là, la question qui me vient après ce que tu viens de dire, c'est y a-t-il un moyen en ce moment de voir qui a réellement écouté, qui n'a pas réellement écouté? Si jamais, par exemple, je sais pas moi, il y a des artistes qui veulent avoir plus d'argent, est-ce qu'il y aurait façon d'abuser du système puis juste d'écouter partout de la musique de son... Ouais. Fait que le truc avec un blockchain, c'est que c'est public. Il y a des blockchains permission, mais la plupart sont permissionless. Fait que c'est des blockchains publics où tu peux pas censurer l'information. Fait que je vais répondre à ta question avec on va regarder l'écosystème un petit peu plus en entier. Ouais. Première chose, n'importe qui peut mettre du contenu. Okay? Fait que toi, tu peux mettre le contenu en disant que tu es Avril Lavigne, si tu veux. Mm-hmm. C'est juste que pour qu'une plateforme qui stream, telle PeerTracks, pour qu'on prenne ton contenu, puis nous, on la rende accessible aux consommateurs, nous, il faut qu'on fasse une vérification. Parce que c'est nous qui font jouer la musique. PeerTracks Inc., c'est eux qui font jouer la musique. Puis c'est quand la musique est jouée puis elle touche des tympans que tu es responsable. Okay? Fait que si nous, on fait jouer de la musique qui n'est pas légitime, que c'est un smart contract marqué Avril Lavigne, mais ça paye le user qui s'appelle Vincent55, là, okay? Ben, nous, on n'aurait pas fait notre due diligence, puis on a permis on a joué de la musique qui paye la mauvaise personne. Donc, à chaque fois qu'il y a de la musique qui est jouée là-dessus, les profits ou whatever, les ristournes sont assurés d'aller aux artistes. Oui, exact. Parce que nous, la plateforme, si une plateforme décide d'utiliser du contenu qui n'a pas été vérifié, ils vont se faire fermer très vite. Ça va être comme les anciennes plateformes. Fait que nous, ce qu'on fait, on regarde, on s'assure que ça, c'est le bon artiste, c'est la bonne personne, puis on met notre petit check, vérifié par PeerTracks. Plus l'écosystème grandit, plus il y a des institutions qui sont intéressées à venir faire la police. Les labels veulent vérifier. Il y a Sony Publishing a dit, ça je donne des mots fictifs, là. Fait que je donne des exemples, c'est pas qu'on a un deal avec Sony. Là. Ouais. Juste pour être sûr. Fait que petit disclaimer légal. Fait que par exemple, si Sony Publishing est intéressé à la plateforme, il dit nous on va prendre notre catalogue, on va le mettre, eux ils vont avoir vérifié leur catalogue. Donc c'est un peu le système comme le système de badge qu'il y a sur Facebook. Facebook, si tu veux savoir si c'est le vrai Elon Musk, ben, il va avoir un petit crochet vérifié par Facebook. Est-ce que c'est le vrai tweet de Donald Trump? Il va avoir sa badge aussi, là, vérifié par Twitter. SoundCloud a la même chose. Toutes les compagnies ont leur petite vérification. La différence avec Muse, c'est que tous les users peuvent vérifier les autres users. Puis la plateforme décide lequel ils trustent. Moi, je vais truster PeerTracks parce que c'est nous, mais je vais aussi truster l'avocat qui est bien réputé. Fait qu'on va whitelister les entrées de notre catalogue. Quand on veut remplir PeerTracks de contenu, on va vérifier du monde manuellement, mais je vais aussi truster ceux que SoundCloud a vérifié, je vais truster les artistes que le username de Facebook aurait vérifié. Puis je peux blacklister d'autres. Fait que si il y a une agence gouvernementale ou une affiliation d'artistes qui dit nous ce qu'on fait, on trouve les pirates puis on flag leur compte, les gars, ce contenu-là, là, c'est pas vraiment Britney Spears. Et nous, on peut juste blacklister toutes ces smart contracts-là. Fait que c'est une espèce de... c'est un effort de la communauté, de toute l'industrie, qui participe avec multiples mécanismes de filtrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est crédible. Ça, c'est un mécanisme qui est robuste. Le deuxième, c'est plus une statistique de probabilité que c'est une vraie personne. Il y a un score. Les artistes peuvent avoir un score. Parce que tu as des artistes inconnus. Puis si tu veux les ajouter, c'est difficile de prouver c'est qui. T'sais, si la personne n'est pas famous encore, il n'y a personne qui va lui en donner une badge. Là, okay? Son cousin peut-être, mais c'est qui lui. Donc,
on veut qu'il y ait un certain score, un autre metric à mesurer pour savoir les chances que c'est une vraie personne, que ça c'est pas juste un bot ou quelque chose de même. Fait que nous, ce qu'on fait, on calcule le nombre de vesting Muse que tu as. Donc, le nombre de Muse, qui est le nom de la crypto-devise, le nombre de Muse que tu as mis dans ton petit compte épargne, que tu peux pas juste trader immédiatement, qui est pris dans ton compte pour 3 mois. Ça te donne ton score. Fait que, par exemple, si j'en ai 10, ben, mon score va être 10. Mais là, si j'ai un lien avec un avocat ou un label, c'est comme un peu une connexion LinkedIn, là, je vais avoir 50% de son vesting Muse qui vient dans ma réputation. Fait que si lui en avait 200, moi j'en avais 100, est-ce que j'en avais 10? Je vais garder mon 10, puis je vais avoir son 100. Okay? Je ne prends pas. Il trust, dans le fond. Là. Il me trust, il fait un lien. Il donne un peu son... Il me donne de la réputation, qui dit, gars, cette personne-là, je suis lié avec, puis je veux ça. La raison pourquoi on ne fait pas juste compter le lien, c'est que tu peux créer un botnet, puis faire... Ah, je suis Britney Spears, puis regarde, j'ai 10 000 fans, puis ma réputation est 10 000. Ça, on veut pas ça. On veut que ça compte le nombre de crypto que les comptes ont. Parce que si tu veux créer un botnet, il va falloir que tu finances ton botnet, puis pas à peu près. Fait une chose qui est bien, c'est qu'il peut y avoir une entité qui, par exemple, une entité pourrait dire, moi, je vais aller de l'identité des gens. Envoie-moi, j'allais dire un bitcoin, envoie-moi $1, envoie-moi un iOS, envoie-moi un Muse, puis ce que je vais faire, c'est valider ton identité. Puis une fois qu'elle a validé ton identité, ben là, tu partages un peu cette réputation-là. Fait que toi, t'es plus juste un petit bot obscur. Fait que, anyway, tu as plusieurs mécanismes qu'il faut développer sur la blockchain, puis d'autres, c'est entre industries, pour s'assurer c'est qui le bon artiste. Je ne sais pas si ça répond à ta question, ça donne une idée. Donc, la question c'était, est-ce qu'il y a une façon pour les gens de venir abuser du système et faire semblant qu'il y a juste de la musique qui est payée pour ça? C'est ça. Fait que nous, non, ça ne répond pas à la question. En gros, là, j'expliquais comment on commence à valider les artistes, soit centralisé avec PeerTracks ou soit dans le protocole. Une fois que c'est fait, que tu sais que tu as des artistes, là, la question est, est-ce que les utilisateurs ou même l'artiste lui-même peut commencer à se loguer sur plein de devices puis commencer à jouer de la musique? Pour te loguer dans PeerTracks, tu te logues avec ton compte Muse. Puis ton compte Muse, il faut qu'il soit financé avec un petit peu de Muse, de base. Deuxièmement, il faut que tu passes à travers une plateforme. Il faut que tu passes à travers PeerTracks. Puis PeerTracks, elle a un incitatif économique à s'assurer que ce qui se passe sur sa plateforme est légitime. Parce que si vous êtes fan d'iOS, vous comprenez que dans cet écosystème-là, il y a beaucoup de power aux token holders. Okay? Donc, les détenteurs de iOS ont leur mot à dire sur ce qui se passe sur iOS. Les détenteurs de Muse ont leur mot à dire sur ce qui se passe dans Muse, incluant qui a le droit de recevoir l'inflation. Parce que c'est comme ça qu'on paye les royautés. Donc, la plateforme PeerTracks, ce qu'elle fait, elle doit envoyer des transactions à toutes les fois que une tune a fini de jouer. Quand une chanson vient de finir, elle envoie à la blockchain. Regarde, mon utilisateur Vincent55 vient d'écouter telle chanson. Puis ça y coûte une transaction. Plus il y a de transactions qui est faite par l'application, plus elle doit avoir des tokens en vesting. Okay? Exactement comme iOS et Steam. La plateforme PeerTracks, elle est subventionnée. C'est pas elle qui paye les royautés. Elle fait juste dire à Muse qui payer. C'est ça qui est important. Donc, elle a un incitatif à s'assurer qu'elle garde ce rôle privilégié-là. Puis comme un block producer dans iOS, c'est les détenteurs de jetons qui élient les plateformes. Okay? Fait que, je recommence. Là. J'ai ma plateforme qui s'appelle PeerTracks. À date, si je joue de la musique, il faut que je paye de ma poche. Ou j'ai cherché des advertisers. Ça, c'est mon option. J'ai option 2. Je pourrais me plugger sur Muse. Je dis à Muse tout ce qu'il joue, puis j'ai pas besoin de payer de royauté. Muse s'en occupe. Okay? Mais il faut que je sois transparent. Il faut que je m'assure qu'il n'y a pas de crosse en français. D'arnaque. Donc, j'ai un incitatif fort de la plateforme. La plateforme a un incitatif fort à s'assurer que je ne perde pas mes votes.
Si je perds mes votes, c'est moi qui dois commencer à payer les royautés au lieu de laisser Muse les payer. Fait que n'importe qui suit un peu ce que PeerTrack fait peut techniquement imposer des demandes. Regarde, on veut un third party qui audite ta database, on veut voir ci, on veut voir ça, on veut qu'il commence à avoir un CAPTCHA. C'est peu importe ce que le détenteur de token veut, PeerTrack doit se conformer, ou n'importe quelle autre application qui veut jouer de la musique. Fait que, par exemple, il y a quelqu'un de Chine qui nous a approché pour dire je serais intéressé à créer un PeerTrack version chinoise. Comment ça marche? Lui, il faut qu'il se présente à la communauté. Il faut que la communauté qui détient des news vote pour lui. Puis il ne faut pas qu'il dise ah ouais, ben moi, ma plateforme, c'est juste pour mon cousin, puis j'envoie tout l'argent là. Il va perdre ses votes instantanément, puis il n'y aura pas, ses royautés. Donc, il y a beaucoup de mécanismes en place, puis c'est encore une fois dans les domaines d'EPOS, c'est dans les mains de la communauté qui détiennent le jeton, le Muse, parce que c'est eux qui financent techniquement avec l'inflation. Ils se diluent en tant que compagnie à toutes les fois qu'il y a de l'inflation. Fait qu'ils veulent s'assurer que l'inflation va à la bonne place, va aux artistes légitimes, qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui essaient de streamer, que c'est des fake accounts. Puis une des manières, par exemple, de spotter un fake account, ça pourrait être que je veux qu'un compte qui stream la musique ait au moins 10 Muse, par exemple, en vesting. Ça peut être une limite arbitraire que les détenteurs de tokens pourraient mettre, qui fait en sorte que quand tu essaies de jouer de la musique sur PeerTrack, ça dit désolé, t'as pas assez de Muse, ou faut que tu fasses un CAPTCHA, ou prouve-moi que tu es un humain, prouve-moi que tu es un user. Muse, en même temps, ne peut pas. Elle comprend là, que si dans 4 minutes, tu as écouté 13 tunes, t'es pas un humain. Okay? Fait que, tu peux pas avoir des streams en même temps que d'autres streams. Ok. Je sais pas si ça répond un peu, là, mais le mécanisme il est fait surtout basé. C'est pas code is law, c'est des mécanismes, c'est des incitatifs économiques de différents acteurs qui fait que tu vas mettre des restrictions à la plateforme, tu vas les menacer d'enlever leur subvention, puis tout ça. Là. Ok. Fait que PeerTrack, c'est vraiment la partie de la musique elle-même, puis il y a son propre token, PeerTrack? Non, PeerTrack, c'est pas de token. Okay, PeerTrack détient des Muse, détient un compte qui s'appelle PeerTracker, puis that's it. Ce compte-là est élu par les Muse holders pour être une plateforme qui a le droit d'écrire à Muse qu'est-ce qui est streamé, qu'est-ce qui mérite des royautés. Ok, je pensais que Muse c'était une plateforme pour les artistes pour vendre des tokens de leur. Non, c'est ça. Ça, c'est l'ancien. Ça l'amène un bon. C'est que on a eu beaucoup de pivots dès le début. Parce qu'au début, l'idée c'était on veut que les artistes aient leur propre token. Quand tu rentres dans ce jeu-là, tu rentres dans un jeu regulatory chaos, là, puis les régulateurs n'aiment pas ça, puis est-ce que c'est un security, puis tous ces trucs-là. Puis c'est un excellent futur feature à mettre sur un DApp, mais le fer est chaud dans l'industrie de la musique. C'est dans les premières industries qui ont réalisé que le blockchain c'était intéressant. Parce qu'ils ont tellement des problèmes intenses avec le fait que les databases ne se parlent pas, puis ils n'ont même pas le même format, puis comment tu fais pour payer les artistes. Puis, étant donné que la tarte a rétréci, la tarte d'argent, là, tout ce qu'ils font, c'est c'est comme du monde dans une catastrophe. Là. Venezuela, tu vas te battre pour avoir un bout de poulet. Okay? Puis c'est ça qui arrive. Les artistes puis les avocats qui runnent l'industrie de la musique, ils font juste s'emmener en course, actionner Fait que c'est vraiment pas un écosystème en santé. Fait que eux, ils étaient très, très, très réceptifs à l'idée du blockchain. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va régler le problème de la database, premièrement, puis de faire en sorte que tout est transparent, payé en 24 heures, tout ton cash avec des traces que c'est arrivé pour de vrai. Puis pour l'utilisateur, ça brise complètement le modèle ça brise l'incitatif de devenir un pirate. Pas de pirater aussi, mais même de devenir un pirate. Pourquoi tu te ferais une application où c'est une application obscure, elle va se faire fermer, il va y avoir des takedown notices. S'ils découvrent ton identité, tu vas aller en cours. Tu peux pas aller chercher des investisseurs parce que tes advertisers, c'est des dick pills, puis il y a une fille proche chez vous, just want to. C'est pas le meilleur business model de piratage. Mais à la place, tu peux juste créer une petite application.
puis dire ah gars, j'ai telle application qui est clean, tu payes pas ta musique, tu arrives ici, puis toi en même temps tu peux vendre des t-shirts, tu peux avoir une vraie business qui scale au lieu de faire un site de piratage. Puis c'est le même price point. Piratage, c'est gratuit pour l'utilisateur, le downloader, mais la plateforme qui est sur la Muse blockchain, c'est gratuit aussi. Même price point, moins de trojans, moins de spyware. C'est ça, il n'y a aucun incitatif maintenant. Tu n'as pas d'advertising non plus, tu n'as pas de publicité là-dessus. Fait que, pas besoin. C'est le prochain On YouTube. peut en ajouter. Oui, ben oui. Pour la musique. C'est que, effectivement, avec ce modèle-là peut être upgradé plus ça va pour ajouter d'autres sortes de contenus. Nous, le premier smart contract qu'on a fait, c'est pour aller chercher le marché de la musique parce que c'est le marché qui souffre le plus avec l'avenue de la technologie. Pourtant, la technologie, c'est supposé de libérer toutes les industries. Mais eux, la distribution, à scale avec la technologie, mais tout est rendu, les Royalty Collection Societies, le système banquier qu'on connaît tout, c'est vraiment basé aussi sur la loi arbitraire, qui avait le pouvoir, qui a lobbyé plus fort. Fait que c'est 100 ans de les 12 travaux d'Astérix, là, ceux qui connaissent. C'est kafkaesque, le monde de la musique, tandis que le monde digital d'Internet, c'est super efficace et toujours à jour. Fait que nous, on ramène le côté, non seulement Internet, on amène le monde blockchain qui est le top of the line. Ça sort de la presse, là, ça sent le char neuf. Puis tu amènes ça au monde de la musique, ils ont peur de la technologie. Depuis 20 ans, ils ont peur de la technologie. Mais là, c'est une nouvelle technologie qui va les sauver. Fait que faut juste comme qu'ils se mettent chaud à l'idée. Mais c'est dans les premiers qui ont vraiment... Ils ont entendu le buzzword avant les autres. Blockchain. Puis, mais tu ne peux pas utiliser Bitcoin. Il fallait que tu aies du smart contract. Il faut que ça scale. Et c'est pour ça, on a parlé dans une autre vidéo, mais il y a des blockchains qui font 5 à 15 transactions secondes. Puis tu en as d'autres qui en font des 10 000, 100 000. Nous, on est dans la catégorie plus loin. On est comme Steam. On est basé sur le modèle économique de Steam. Fait que nous, ça scale dès jour 1. Puis tu as tous les autres avantages que j'ai nommés, que je ne vais pas répéter. Mais je ne sais pas, encore une fois, si j'ai répondu à la question. Ouais, quand même. Là, ok, c'est bon. On aurait répondu à ça. Puis sinon, une autre petite question. Modèle économique du jeton, c'est quoi l'avantage aux gens d'investir dans Muse au lieu d'un autre projet? L'avantage économique, c'est que le jeton sert à quelque chose. Donc, comme iOS et comme Steam, par exemple, le jeton, il te donne un droit de vote dans l'écosystème, premièrement. Fait que tu choisis les block producers et tu choisis les streaming platforms. Fait que tu as un gros mot à dire là-dedans. Deuxième chose, c'est que c'est le système qui est rate limiting. Donc, il n'y a pas de frais de transaction sur ce blockchain-là. C'est gratuit à utiliser tant que tu as des jetons dans ton portefeuille. Fait que c'est comme avoir un membership, puis là, tu es capable d'utiliser la plateforme. Plus tu en as, plus tu es capable de faire des transactions à la seconde. Par exemple, si tu détiens 10% de toutes les Muse, ben, tu peux faire 10% du maximum des transactions par seconde. Mais c'est quoi ça? C'est des transactions? Je ne vais pas écouter 10 chansons en même temps. Les transactions, une transaction dans un blockchain, c'est à toutes les fois que tu écris quelque chose sur un blockchain. Ça veut dire, si je viens importer de la musique, j'écris un smart contract, je change un typo, j'ajoute mon drummer, je flag quelque chose, je whitelist quelque chose, tout ça, c'est envoyer de l'argent. Chaque opération sur le blockchain. Ouais. Lire un blockchain, c'est gratuit dans toutes les blockchains, mais écrire un blockchain nécessite que les nodes fassent une action. Puis le fait qu'ils fassent une action, ça ne peut pas être gratuit parce qu'il va y avoir des attaquants. La plupart des blockchains mettent un frais de transaction, comme ça si tu veux attaquer le network, ça te coûte de l'argent, fait que vas-y fort. Mais avec les innovations, quand Steam est arrivé, rate limiting, c'est vraiment l'innovation qui a fait en sorte que tout ce que tu avais besoin, c'est d'avoir un certain nombre de tokens qui limite ton nombre maximum de transactions. Fait que si tout le monde se met à spammer le réseau, le réseau commence à refuser les transactions, puis dit attends, t'en as combien? T'as 10% du network, puis on peut faire 1000 transactions secondes. Désolé, tu peux juste en faire 100 par seconde. Fait que tout ce qui est transféré, créer un compte, changer une faute de frappe, et le bout le plus important, quand une plateforme veut dire à Muse que telle chanson a été streamée,
Ça, c'est une transaction, c'est une opération. Donc, la plateforme en tant que telle, si elle veut être subventionnée, il faut qu'elle reporte à Muse qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'elle doit détenir des tokens. La différence, donc, c'est pas gratuit pour la streaming platform, mais contrairement au modèle actuel, c'est du cash qu'il faut que tu envoies. Tu prends de l'argent d'un advertiser, puis tu le dépenses. Tu prends de l'argent d'un advertiser, tu le dépenses. Tu prends une subscription fee, puis tu le dépenses. Avec un token, c'est plus un bien, c'est un bien matériel, c'est un asset que tu détiens, puis ce asset-là subventionne tes royautés. Fait que plus qu'il y a de plateformes qui embarquent, plus qu'il y a des chansons qui sont streamées, plus que les plateformes ont besoin de détenir des tokens. La plateforme peut demander, gars, si tu veux venir sur mon réseau puis écouter, il faut que tu aies au moins 5 Muse de vesting. Sinon, je peux t'en prêter, mais après un mois de free trial, aidons des Muse. Puis encore une fois, Quand tu parles de plateforme, c'est qui ces gens-là? C'est-tu des une streaming, toi tu pourrais partir une plateforme qui focus sur les podcasts. Puis dis, gars, nous autres c'est podcastonmuse.com. Puis toi c'est une application, quand tes utilisateurs y arrivent, ils se loguent avec leur username. Username? Ouais. Ils se loguent avec leur username, puis leur password de Muse. Fait que PeerTracks détient aucun username et password. On veut pas se faire hacker, on veut pas détenir les fonds de personne. Nous, on veut que tu te logues avec tes credentials du blockchain. Puis une fois que tu arrives, voici, nous on vérifie que tu es un vrai compte qui existe. Tu peux commencer à faire des opérations. Puis nous, on va te subventionner tes écoutes gratuites parce qu'on est subventionné par le token de Muse. Si tu écoutes beaucoup trop, puis on commence à avoir trop de users, on va peut-être demander soit tu payes 2$ par mois ou achète-toi des Muse. Puis tu vas utiliser tes propres assets, tes propres biens pour pouvoir écouter la musique. Fait que plus qu'une demande d'écouter de la musique, plus que l'asset de Muse va être en demande. Il y a aussi d'autres petits trucs comme par exemple la réputation. Là, si tu veux être sûr de ne pas avoir l'air d'un botnet, achète-toi quelques Muse puis tu vas avoir l'air d'une personne et non d'un compte vide, là, un de 10 millions. Fait que c'est ça. En gros, c'est pas mal ça le modèle économique. Puis les royautés sont payées basées sur le market cap. Fait que plus il y a de la musique de streamer, plus le Muse est en demande. Plus le Muse est en demande, plus le market cap augmente. Puis la pool de royautés, c'est exactement à la Steam où on calcule un certain pourcentage de dilution annuelle ou d'inflation annuelle. Puis cette dilution-là est basée sur le market cap. Fait que nous, en ce moment, c'est comme 4,7% annuel. Il y a une partie qui va aux producteurs de blocs, exactement comme US, Steam, BitShares. Puis il y a une autre partie qui va à ceux qui détiennent leur vesting pour les protéger d'inflation. Puis la dernière partie, exactement comme dans Steam, puis la dernière partie va à ceux qui créent le contenu. Fait que ceux qui créent des chansons qui ont été streamées. OK. Puis actuellement, y a-t-il de la musique là-dessus? Est-ce que ça fonctionne? Actuellement, on en est rendu où avec le développement? Là, on est dans le mode où on ajoute, on fait le invite only. Donc, ce qu'on fait depuis une semaine et demie à peu près, en date du 3 juin, là, on va chercher des artistes un à un pour qu'ils soient vraiment comme nos bêta-testeurs. Puis on magasine pour des catalogues. Donc, on a 2 gros catalogues intéressés à embarquer sur la plateforme. C'est super ces premiers-là parce qu'il faut les éduquer sur la différence. Ils ne nous donnent pas leur contenu. Ça, au début, c'est surprenant. On est en train de dire que non, cette plateforme-là qui s'appelle News, tu es en train de mettre ton contenu dessus, puis c'est toi qui as les credentials, c'est toi qui as le appartient à toi. C'est ça, c'est la première fois que ça les arrive. Fait que ça, déjà là, ils ont les yeux quand même intéressés. Puis, faut leur expliquer, c'est important de garder ton password, c'est important, il faut faire l'éducation, fait que c'est le hand-holding au début. On vérifie leur identité, fait qu'au début, tout est manuel. Avant que l'écosystème grossisse, c'est comme une plateforme traditionnelle. C'est les premiers, puis parce que par la suite, ça va être les business qui vont avoir intérêt à valider le contenu. Là, en ce moment, c'est vous qui validez les catalogues. Exact. Eux, ils arrivent puis ils n'ont même pas de contenu, ils ne savent pas c'est quoi, il faut leur expliquer. Donc, nous, on valide le catalogue avec eux, fait que c'est du face-à-face. Quand tu parles de catalogue, c'est les chansons, les artistes. Exact. Fait que, par exemple, il y a quelques gros catalogues, il y a 3500 chansons. Okay?
Puis ça, juste mettre ça dans Muse, un à un, c'est difficile. L'artiste qui vient un peu à la SoundCloud, qui est self-produced, lui peut venir nous voir, il le fait tout seul, il y a 2-3 chansons, voilà, c'est fait en quelques minutes. Mais les gros catalogues, là, nous, il faut qu'à l'interne, on ait un bon système qui est capable de streamliner le processus pour pas qu'on ait un stagiaire qui fait juste rentrer des chansons une après l'autre. Fait qu'au début, c'est vraiment... on est en train de rentrer de la musique dans Muse. Puis une fois que c'est dans Muse, PeerTrack, c'est super simple. Nous, on va chercher tel username qu'on a validé, puis on fait juste importer tout le contenu. Paf, ça popule exactement comme un Block Explorer. Fait que tu regardes tel username, Vince le rapper, paf, je vais voir tous tes raps incroyables. Je pense pas que ça va être incroyable, là, mais... T'avais une chance d'avoir des fans. Ouais, c'est ça. Mais une coupe de followers pour avoir une coupe de 1000$ de Muse, comment? Ouais. Fait que une fois qu'on met ton username Vince the Rapper, on voit toutes tes chansons, boum, boum, on les ajoute à PeerTracks, ça popule déjà l'information. Puis le user qui vient écouter, il n'a même pas besoin de savoir que Muse existe, qu'il y a une manière de rentrer de l'information dans le database. Il arrive sur PeerTracks, il fait login. Une fois qu'il est login, il écoute ce qu'il veut. Puis c'est pas comme Pandora où c'est non interactive. C'est interactive dans le sens que c'est pas une playlist que tu peux faire skip 2 fois à l'heure. C'est trouve ce que t'aimes, clique play, écoute-le. Point. Fait que c'est exactement à la Spotify, sauf que ça va être gratuit, pas de pub, pas de virus, je vous le promets. Ben, je vais pas faire de promesses, peut-être qu'il va y avoir un bug là. Pas de virus, pas de projet, rien comme ça. Puis vous pouvez voir sur n'importe quel Block Explorer qui n'est pas sous notre contrôle que le fait que Vince ait écouté une chanson, ça a été reporté par le username qui s'appelle PeerTracker, qu'à 12h10, tu as écouté telle chanson de Céline Dion, puis ça peut rester pseudonyme, fait que tu n'es pas obligé de mettre ton nom là, si tu veux pas. Okay. Fait qu'ils vont voir qu'un user a écouté le smart contract numéro XYZ à 12h10, puis tu peux voir les royautés aller direct à la bonne personne. Ok, c'est intéressant. Fait que dans le fond, il n'y a aucun intérêt pour un artiste de ne pas aller sur cette plateforme-là, parce qu'il est sûr d'être payé plus qu'ailleurs, il est sûr d'avoir l'argent qui est dû. Est-ce que ça enlève aussi des intermédiaires ou... C'est juste un enleveur d'intermédiaires. Ok, c'est pour dire les bons mots. Là. Okay. En gros, il y a tellement d'intermédiaires dans le monde de la musique. La personne qui détient la database, la personne qui pousse à toutes les plateformes de streaming, la personne qui fait les échantillons pour collecter les royautés, la personne qui collecte les royautés en Grèce, elle collecte ça à peu près, okay, vraiment à peu près, puis elle envoie ça avec la banque, qui est un autre intermédiaire, l'autre bord de l'Atlantique, ça va à une entité comme par exemple SOCAN au Canada, puis elle trouve son membre qui est dû les royautés. Puis tout ce beau monde-là, c'est pas ils font pas ça gratuitement, c'est pas des bénévoles. Ils ont besoin de nourrir leur famille aussi, donc il y a un incroyable coût à ça. C'est lent, c'est coûteux, c'est pas transparent, puis c'est juste pas efficace en gros. C'est pas 2018, disons. Fait que nous, ça enlève tout ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, imagine, on suit les fonds de Muse, là. C'est Cédric a écouté la tune de Vince le Rapper à 12h10. Okay. Puis l'inflation vient pas à Cédric, va pas à PeerTracks pour qu'il donne à Vince the Rapper. L'inflation est créée dans le portefeuille de Vince the Rapper. Fait qu'elle n'a même pas été envoyée à Vince the Rapper, elle a été créée dans ton compte. Ah, ouais. Fait qu'il n'y a personne qui tient ton cash à pouce là, parce que tu fais de la musique que le monde aime écouter. Fait que ça l'enlève 1 million d'intermédiaires. C'est transparent, blablabla. Mais l'autre truc qui est quand même intéressant, c'est le fait que ça enlève le piratage, ça enlève l'instatif non seulement d'aller pirater, mais de devenir un pirate, puis de te dire c'est une bonne job opportunity. Mais non, il y avait quelque chose d'autre, il y a plein de choses de fun, mais je m'en souviens pas. Okay. Alright. Sinon, quoi d'autre? Y a-tu de la compétition en ce moment? Puis c'est où vous pensez être dans, je sais pas moi, dans 2 mois, 3 mois? Si vous voulez savoir, c'est ça où on était au début. Fait que dans le fond, au début, on fait le hand-holding, on montre aux artistes comment ça fonctionne, si on remet du contenu. On peut pas ouvrir les portes de PeerTracks là, parce que s'il n'y a pas assez de contenu, il y a trop d'argent
qui va à quelques artistes. Ah oui, Puis c'est ça. ça, c'est le module Fairness va triggerer dans le monde. Fait qu'on veut avoir assez d'utilisateurs. Puis là, on peut commencer les paiements de royauté. Parce que là, le budget est trop élevé pour 2 artistes. T'sais, ils vont se séparer 10 000 à 2. Fait que là, vous cherchez des artistes en ce Oui, moment. fait que là, on cherche l'artiste. Puis dans quelques jours, on ajoute on ouvre la porte pour des fans qui peuvent rentrer. Ils créent leur username, ils arrivent, puis Dans on quelques ouvre les jours. portes. Là, Oui, dans quelques jours. ok. Fait que ça, on va le voir très 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 bientôt. Il y a quelques petits trucs légaux à ajuster. Il y a le truc en Europe, là, les nouvelles privacy policy, puis tous ces genres de trucs-là. On veut être sûr que tout est beau sur le côté légal, sur tous les fronts. Fait qu'on va ouvrir les portes. En ce moment, on est en stealth. Fait qu'il y a moi qui update de mon compte personnel Steemit, qu'on a fait du développement. Sinon, tout ce qui est médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même LinkedIn, C'est mort en ce moment. c'est là. complètement mort. C'est complètement Fait que c'est mort. underground là, jusqu'à Ouais. prochainement. C'est ça. bientôt. Là, on a engagé des professionnels du social media puis tout. Puis ils sont en train de tout nous faire la structure à l'interne de comment on va procéder pour le gros blast que ça existe. Parce qu'en ce moment, le monde, même toi que je te vois tout le temps, les artist tokens, là, ça peut être fait dans Muse, mais on est allé où que le fer était chaud, puis c'était de changer le monde du paiement rapide de royauté. Puis après, on va pouvoir ajouter les tokens d'artistes, puis on peut ajouter beaucoup de choses à l'écosystème. Mais c'est ça, fait que l'information est inexistante. Si tu suis des trucs sur Muse, ça va être un truc sur les Artist Coins de 2014. Ouais, Et c'est ça. vraiment loin de ce qu'on est aujourd'hui. C'est Puis drôle parce que là, depuis ça fait un bout, je dis à tout le monde, c'est ça, là, Muse. Les artistes qui ont leur Ok, ouais. token. puis- Ok. Fait que c'est bien qu'on a fait la vidéo aujourd'hui. là. Bon, ben, on met tout le monde à jour aujourd'hui. Ouais. Puis vous allez voir le mouvement sur les réseaux sociaux va commencer dans les jours qui suivent. On est en train de créer notre calendrier de contenu, toutes les choses qu'on a besoin, les petites vidéos qu'on a besoin. Puis on lance ça. Si on avait commencé avant, le monde aurait juste vu une plateforme vide ou avec quelques artistes, puis il y aurait eu trop d'argent par artiste, ce qui serait pas sain non plus. On veut quand même que ça soit généreux, mais on veut pas que ça aille tout dans les poches du premier gars qui était là. Fait que, fait que c'est ça. Où qu'on est rendu, ça l'ouvre les portes. Les réseaux sociaux vont commencer à pousser. Puis il y a d'autres trucs que je peux pas trop mentionner parce que ça serait comme du insider trading. Fait que désolé, je vais pas aller en prison. c'est ça. Alright, fait que ça s'en vient bientôt, Muse. Puis que, en ce moment, Muse, ça a un market cap approximatif de combien? Puis... Je pense que c'est juste à peu près 13 millions, quelque chose de même. Là. Ok. C'est à peu près 1 USD par Muse sur CoinMarketCap. Puis il y a 18 millions de tokens en entier au total. Fait que ça tourne tout le temps entre ça. Fait qu'à peu près entre 13 et 20, parce que c'est volatile. Puis étant donné qu'on est présentement juste sur BitShares, à travers OpenLedger, il n'y a pas beaucoup de volume. Le monde déteste BitShares, malgré que c'est l'affaire la plus performante qu'il y a en ce moment décentralisée. Faut que tu ailles deep dans la crypto pour l'utiliser. Fait que le volume est très bas. Puis c'est paired avec BTS. Puis c'est pas la plus populaire des cryptos. Ou BitUSD, qui est encore moins populaire. Fait que en ce moment, le volume est très sporadique. Puis une des choses qu'on travaille dessus, c'est justement d'être listé à d'autres exchanges. D'autres plateformes d'échange. Exact. Ok. Ce qui va être très important parce qu'une fois qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'utilisateurs, la demande du Muse va augmenter. Puis les royautés, la pool de royautés augmente plus il y a de demandes pour Muse. Ouais, c'est Fait que ça. c'est comme un système qui s'auto-scale en même temps. C'est ça, exact. Ah. Fait que, il va vraiment falloir qu'on ait les exchanges plus simples d'approche pour faciliter l'échange. Sinon, c'est juste les crypto people qui vont être capables d'aller dans Ouais, c'est ça. Puis vas-tu avoir une façon d'acheter des Muse au travers le site internet direct pour pas passer par des plateformes d'échange? Oui, on a déjà ça. On l'advertise pas tout de suite officiellement, mais sur buy.museblockchain.com, c'est déjà un API. Vous pouvez rentrer avec du Bitcoin, du Litecoin ou du Ether. Puis vous dites le nombre de Muse que vous voulez, vous dites le nombre en USD, puis ça vous sort un prix. C'est exactement comme utiliser
pas MetaMask. Shapeshift. Puis Block Trades. C'est la même chose. Si vous avez déjà utilisé ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu veux. Jusque là, c'est juste Muse. Fait que tu peux avoir ces 3 cryptos-là pour avoir du Muse. Puis une fois que c'est fait, tu vas le recevoir directement dans ton compte Muse. Puis Muse, pour répondre à une question quand même fréquente, c'est comme Steam, dans le sens que ton wallet est dans le browser. Donc, c'est pas un hosted wallet par nous, là. C'est vraiment browser side. Donc, tu as tes clés, tu détiens tes clés. Si vous êtes familier avec les autres créations de Dan Larimer, ça se fait dans votre browser, clic wallet, puis transférer. C'est pas une public key que tu as besoin de savoir. On est en 2018. C'est fini le temps des public-private keys. C'est underneath the hood. C'est votre username ou votre username. Okay? Fait que si ton nom c'est Vince, tu dis je veux envoyer des bitcoins pour 500 Muse, puis mon compte c'est Vince Muse Guy ou Vince the Rapper. Puis tu vas les recevoir direct. Ok, intéressant. Fait que ça, on est en train de l'améliorer. C'est juste le petit API de base qui est là, le petit bouton, le widget de base. Il va bientôt être beau à la Shapeshift. Ok. Puis sinon, tu sais, là, on a parlé un peu de Muse, là, ça vaut 13 millions présentement, ce projet-là. Puis l'industrie de la musique à laquelle vous allez un peu bouleverser, là, c'est comment ça vaut, ça? Je suis pas à jour, ça change à toutes les années. Il y a des chiffres. Ouais, j'aurais dû avoir mes chiffres pour cette interview. Mais je les ai pas, mais c'est dans les milliards. Là. Mais ouais, non, je m'aventurerais même pas là-dedans. Il y a beaucoup. Parce que il y a une des choses, c'est que l'industrie de la musique, c'était les CD, que c'est acheter les albums. Après ça, c'est devenu track by track, puis c'était download. Okay? Puis tu avais un marché de download. Là, quand le streaming est arrivé, le monde capotait. Les artistes, Taylor Swift a fait beaucoup de pubs contre Spotify, a fait les médias avec ça, parce que le streaming ne payait pas assez cher. Mais il y a tellement peu de gens qui ont des subscriptions, mais là, ça monte. Fait que le streaming commence à payer de plus en plus. Fait que nous, on n'attaque pas nécessairement le marché d'acheter un MP3. Le monde ne veut pas avoir un MP3, ils veulent accéder à un MP3. Ils veulent que quand ils veulent play, ça joue. Ils veulent pas. C'est pas une bibliothèque physique comme les vinyles. Les vinyles sont encore super populaires et ils prennent de la popularité. Parce qu'il y a une différence entre avoir un petit truc qui est décoratif puis que c'est quelque chose de tangible puis accéder de la musique. C'est 2 produits différents. Donc le monde les chiffres de l'industrie de la musique, c'était beaucoup en vente de MP3. Puis ça a commencé à être streaming, comme 2013, 14, 15. Puis là, c'est en train d'exploser. Fait qu'il y a beaucoup d'argent dans cette industrie-là, dans les milliards. Mais ouais, le chiffre de 2018, j'ai aucune idée. OK. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup Cédric de nous avoir éduqués sur le projet Muse. Personnellement, j'avais aucune idée que c'était ça. Je pensais que c'était des tokens pour les artistes, ce qui était un peu votre projet initial. Comme vous pouvez voir, Muse et PeerTracks, c'est des plateformes qui vont vraiment bouleverser l'industrie de la musique. Et c'est juste un exemple de la technologie du blockchain. Donc, Bitcoin pourrait bouleverser la crypto-monnaie, la monnaie d'aujourd'hui. Muse et PeerTracks vont bouleverser l'industrie de la musique. Et tout ce qui va être bâti sur EOS et des plateformes qui ont beaucoup de performance comme Steam, BitShares, toutes ces applications-là, il va avoir vraiment des utilités réelles. Donc, c'est pas juste un peu du vaporware, là, des idées qu'on est en train d'investir dedans. C'est vraiment des vraies utilités qui vont changer le monde. Donc, merci Cédric. Donc, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Ici Vincent Grenier de EOS Nation. On est producteur de blocs pour le réseau EOS, donc votez pour nous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris sur le projet Muse Blockchain, qui a beaucoup de choses à venir, donc c'est peut-être une bonne opportunité pour vous. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. C'est bon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux bientôt. Vous allez voir, c'est complètement vide, il n'y a pas d'action. Donc, PeerTracks, PeerTracks et Muse Blockchain, MUSE Blockchain. Vous pouvez regarder sur tous les réseaux sociaux. Dans quelques semaines, il va y avoir de l'action. Puis sinon, juste pour mentionner que les plateformes sur iOS, c'est définitivement un potentiel upgrade dont j'aimerais mettre dans la roadmap.
parce qu'on passerait de la petite entité toute seule qui a son propre blockchain à un DApp dans l'écosystème que, d'après nous, c'est le futur. Là, on fait ça étant donné qu'on est capable d'aller chercher le marché. Mais une fois qu'on est sorti, le proof of concept fonctionne, on scale, on peut juste faire un upgrade qui va aller sur l'écosystème. Ok, fait que C'est pas une opinion de la compagnie, là. C'est Ouais. mon opinion personnelle, mais je vois pas pourquoi on n'améliorerait pas le produit en allant là-dessus. Là. EOS va faire ses preuves, on peut pas prendre la business decision avant que EOS ait du succès, Mhm. mais j'y crois dur comme faire à EOS. Fait que, C'est ça. Fait que qu'on- toi, en ce moment, tu vas te bâtir sur une plateforme un peu à la Steam qui va faire quoi, 12 000, 80 000 transactions secondes. Et là, tu trouves que ça serait avantageux pour vous d'aller vers EOS. Fait que- Oui, non seulement pour la performance, mais pour, par exemple, le stockage. Là. EOS, c'est beaucoup mieux pour stocker des données. Ils utilisent IPFS, mais ils ont un bon mécanisme où les block producers vont stocker les MP3. Là, en ce moment, PeerTrax host. Puis il y a des manières qu'on est en train de travailler avec pour hoster des trucs qui sont pas copyrightés ou qui sont open source, mettons, la musique open source. Mais pour la musique, l'application EOS de juste locker tes tokens qui sont retenus par les block producers, servis par les block producers, c'est super, ça streamlinerait beaucoup le produit. Puis aussi le fait d'embarquer dans un écosystème où il y a déjà un wallet maintenu par plein d'autres acteurs. Nous, on peut focuser directement sur notre produit et non tout l'écosystème qui est autour, être assuré d'être sur un exchange. Puis il y a un énorme fardeau de partir ton propre blockchain juste pour avoir ton application. Ok, ça c'est intéressant. Parce que des fois, j'entends des gens dire « Ah, ben moi, j'ai tel projet, je fais mon propre blockchain. » Donc, ça, c'est beaucoup plus avantageux, beaucoup plus rapide, beaucoup moins d'investissement à partir son application directement sur EOS à cause que tu as l'infrastructure, tu sais, tous les block producers, tu as tous les avantages du réseau, puis tu peux juste te concentrer sur ton produit. Là. Exact. Puis tu as tous les bénéfices quand même. Ouais, Puis, exactement. c'est vraiment un bon upgrade. C'est sûr que là, on s'est tous tapé la job de faire un blockchain avec l'infrastructure, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Même ceci dit, là, il y a beaucoup d'avantages à aller le porter sur iOS. C'est un peu le même code base, du C++, le blockchain. EOS, même chose, c'est DPoS, il y a beaucoup de trucs semblables. Ça vient pas mal du même cerveau. Là. C'est Dan Larimer pas mal là, qui aurait designé. Alright. Écoutez, merci tout le monde de nous avoir écoutés jusque-là. 52 minutes, c'est une très longue vidéo, mais ça vous a amené beaucoup de contenu encore une fois. Donc merci et à la prochaine.